Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format du podcast La Sueur qui s'appellera Les Contes du Père Rusty. Alors c'est un format dans lequel on vous présentera des histoires de combattants ou des histoires qui sont liées au monde du MMA et où on va en gros faire tout un travail où on va croiser les documentaires, les différents articles qu'on a pu voir sur le sujet. Toutes les informations qui ont été dans ce podcast, qui ont été dites, ça vient de la bouche même de Francis Ngannou, ça vient de ses différentes interviews, des différents podcasts, pour vous donner en gros l'espèce de nectar à propos de, et donc aujourd'hui ce sera l'histoire de Francis Ngannou, donc en particulier sa jeunesse et la traversée pour arriver jusqu'en France et ensuite aux États-Unis pour accomplir son rêve. Et donc ce sera des histoires comme celle-là où on vous racontera du début jusqu'à la fin avec un niveau de détail qui sera le plus élevé possible pour essayer de vous donner les anecdotes, etc. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Francis Ngannou, qui aujourd'hui on ne le présente plus, la machine à terrifier le monde du MMA, qui est passé grosso modo sur à peu près toute la catégorie à l'UFC et avec moult violence. Eh ben, on va revenir du début, vraiment de sa plus petite enfance, où il est né, et jusqu'à son voyage et son arrivée en France. Alors la première partie, ce sera donc sa jeunesse au Cameroun. Parce qu'en fait, ce qu'il est bien important de comprendre à propos de Francis, c'est que la raison pour laquelle il se définit lui-même comme étant quelqu'un de solitaire, c'est par toutes les expériences qu'il a vécues pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Et vous allez comprendre que, par exemple, son enfance, il a toujours été seul en fait. C'est pour ça que ça a développé son tempérament un petit peu solitaire, c'est qu'il vient d'une famille qui est très pauvre. C'est pauvre dans le sens qu'il n'avait même pas suffisamment de fonds pour pouvoir payer à Francis l'école. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi s'acheter les cahiers, il n'avait à peine de quoi se racheter les uniformes lorsqu'ils étaient déchirés, les crayons, enfin c'était la galère juste pour pouvoir aller à l'école. Et quand Francis décrit par exemple ses années formatrices lorsqu'il allait à l'école, il disait c'est même une des raisons pour laquelle j'arrivais pas à me faire d'amis et j'étais toujours tout seul parce que les enfants de ma classe estimaient que j'avais rien à leur apporter, j'avais rien à partager, j'avais pas de goûter, j'avais rien d'intéressant, j'avais rien qui pouvait vraiment les intéresser et leur faire dire on va le prendre dans notre groupe pour en faire un ami, un camarade de jeu ou quoi que ce soit. Et du coup, il était toujours à part, il était toujours un petit peu rejeté du reste. Et avant même de socialiser, ou du coup dans son cas d'avoir du mal à pouvoir socialiser à l'école, faut aussi savoir que dans le cocon familial, ça a été assez compliqué dès le début aussi. Quand il a 6 ans, ses parents divorcent, il se retrouve à aller de famille en famille. En fait, il a été chez sa tante pendant un moment donné, il a été chez sa grand-mère pendant un moment. Ses parents se battent pour sa garde, et lorsqu'il est par exemple alors je ne sais plus si c'est sa tante ou sa grand-mère, mais il se retrouve à un moment donné dans une famille où il y a déjà 9 enfants bien installés, 9 enfants de la famille. Lui, il est un peu comme l'intrus, et il le dit lui-même, parfois il me faisait bien comprendre que j'étais pas un frère, que j'étais pas quelqu'un de la fratrie, que j'étais vraiment plus comme un cousin, et donc même au sein du noyau de la famille, il a jamais été vraiment intégré en fait. Pour ce qui est de tomber amoureux des arts martiaux, de tomber amoureux de la boxe, etc., il dit que c'est quand il avait 5 ou 6 ans qu'il a été voir à un moment donné dans la chambre de son père, et que dans la chambre de son père, il y avait un poster de Rambo 2. Il a dû voir les muscles saillants de Stallone, il a dû voir tout ce qui allait bien, et il s'est dit, moi c'est ce que je veux. Je veux que dans ma vie, il y ait de l'action, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, de la bagarre, des trucs. Et c'est à partir de là où sa vocation naît et où il se dit moi je veux trouver les arts martiaux, je veux faire quelque chose. Alors, on dit que c'est de là qu'est venu son amour des arts martiaux de la boxe, pour autant il n'était pas bagarreur. Et ça c'est un autre point qui est vraiment très important de comprendre pour comprendre Francis Ngannou en fait, c'est que son papa était bagarreur, mais dans la vie, c'est-à-dire qu'il était bagarreur. Alors Francis disait qu'il était karatéka, mais en fait il se bagarrait dans la vie, dans la rue en fait, et il avait mauvaise réputation. Et c'est assez intéressant parce que Francis dit quand j'avais à peu près 6 ans et que mes parents se sont séparés, et j'ai commencé à entendre des bruits, des ragots, et à entendre la mauvaise réputation qu'avait mon père dans la rue en tant que bagarreur, Et en gros, il dit, j'ai eu honte de ça, j'ai eu honte de cette réputation que traînait mon père, et je me suis dit, pour moi, jamais je n'aurai ce genre de réputation, et je ferai tout pour conserver dans ma vie la meilleure réputation possible.
Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment ça qui vous démontre aujourd'hui que c'est pas, il adore son sport, il adore combattre, mais ça n'est pas pour lui quelque chose de, comment dire, de la bagarre de rue, c'est quelque chose pour lui de noble. Et la personne qui est en face de lui dans le ring, comme il le dit lui-même, c'est pas un ennemi, c'est juste un adversaire. Il y a cet aspect donc où il découvre les arts martiaux, où il se passionne pour ce genre de choses. Et il dit même qu'il y a un moment donné où il a vu un film de Jean-Claude Van Damme et où ça l'a tellement passionné que, en gros, il est allé avec des connaissances qu'il avait à l'époque, comme dans le film Full Contact de Van Damme, et il est allé dans une bananeraie, parce que c'est ce que fait Van Damme dans le film, où il a défoncé plusieurs bananiers. Il a été puni d'ailleurs pour ce truc-là, il le dit lui-même, où il a été défoncé des bananiers à coups de pied, un peu en mode thaïlandaise, comme Van Damme dans le film Full Contact. Et alors, le sport national au Cameroun, c'est le football, mais pour Francis, en fait, il n'aime pas tellement ça, en fait. C'est-à-dire que quand les enfants jouent au football, lui, ça le passionne pas. Lui, quand il va au cinéma voir des films de Van Damme ou voir des films, c'est plutôt ça qui le passionne. C'est ça qu'il veut poursuivre. Alors du coup, il essaye des trucs, il commence à bouger un peu, à apprendre par lui-même, à répliquer un peu les coups qu'il a vus dans les films. C'est vraiment, il sait que c'est ça qu'il veut faire de toute façon. Mais alors, pour en revenir un petit peu aux difficultés qu'il a dû rencontrer, quand il commence à aller à l'école, le truc c'est qu'on l'a dit, sa famille clairement ne roule pas sur l'or, c'est même tout l'inverse. Et du coup, comme il a du mal à se payer le nécessaire pour aller à l'école, il est obligé de travailler à côté. Et c'est là où il commence à travailler dans les mines de sable, parce que c'est un des seuls jobs où il peut travailler, il a cette opportunité. C'est dur, mais d'un autre côté, ça lui permet, les week-ends et pendant les vacances, de gagner un peu d'argent, suffisamment pour pouvoir se payer les goûters de temps en temps à l'école, pour pouvoir se payer les affaires, les uniformes, les stylos, les cahiers. Parce qu'en fait, quand il ne peut pas, quand il n'a pas suffisamment d'argent, en fait, faut savoir que du coup, l'école ne l'accepte pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des jours où il ne peut même pas accéder à l'école, il peut même pas accéder à la classe, parce qu'en fait, il n'a pas pu payer les frais de scolarité, il n'a pas pu payer les cahiers, l'école, et donc en fait, il est rejeté également de l'école. Il y a des moments où il commence à travailler dans les mines de sable, mais comme les paiements mettent du temps à arriver, mettent plusieurs mois, le truc c'est qu'il peut pas payer à temps sa scolarité, et donc même quand il travaille en même temps, il peut pas aller à l'école. Enfin, c'est vraiment, il a galéré juste ne serait-ce que pour avoir une scolarisation correcte en fait. Le travail dans les mines de sable, premièrement, c'est extrêmement dangereux, mais deuxièmement surtout, c'est extrêmement harassant. C'est un travail qui est déjà fait pour les adultes, et il le dit lui-même, Francis, on faisait en tant qu'enfant, parce qu'il a commencé alors qu'il avait une dizaine d'années, on faisait ça en tant qu'enfant pour un travail qui était réservé aux adultes, c'était extrêmement physique, et le truc c'est que, en plus du fait que c'était très physique, il était obligé de faire ça dans les rares moments qu'il avait de libre, et ça veut dire que quand les autres enfants allaient en vacances chez des membres de leur famille, partaient en week-end, se prélassaient un peu, prenaient du bon temps, Francis ne pouvait pas. Parce que dans les rares moments où il avait des opportunités, où il avait un peu de temps libre, il devait travailler pour simplement pouvoir se payer l'école dans laquelle il allait. Donc extrêmement, extrêmement compliqué. En plus de ça, il habitait à une dizaine de kilomètres de l'école. Donc pour y aller, c'est 2 heures de marche à chaque fois. Comme il n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir se payer le goûter une fois qu'il est à l'école, le moment où l'école est à 8 heures, forcément, il doit y aller en partant à 6 heures de chez lui, donc réveil 5 heures, 5h30. Il doit y aller, mais comme il n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter le goûter une fois à l'école, ça veut dire que il faut qu'il mange avant d'y aller, mais il dit lui-même, mais il fallait pas que je mange trop tôt avant de partir à l'école, parce que sinon, le laps de temps avant lequel je pouvais remanger était trop grand, et donc j'avais beaucoup trop faim. Et donc il dit, il y a même des moments où j'avais tellement faim à l'école que j'étais obligé, même les moments où j'y étais, où je pouvais y aller, de quitter l'école juste pour aller manger, et pour retourner manger, parce que j'avais beaucoup trop faim et que ça c'était intenable. Donc extrêmement compliqué du point de vue social, parce qu'il n'était pas accepté, extrêmement compliqué du point de vue organisationnel, parce qu'il voulait aller à l'école, mais il était loin. En plus de ça, il ne peut pas se payer de quoi y aller. En plus de ça, il doit travailler dans les mines de sable. C'était une enfance à jongler avec absolument tout, et en fait, qui l'a beaucoup frustré. Ce que dit Francis, c'est qu'il se rendait compte qu'il était rejeté, évidemment, et ça le pesait, mais d'un autre côté, ça le frustrait énormément, parce qu'il se disait, mais moi, je mérite ce que j'ai là. Moi, je travaille dans tous ces jobs différents, je me démène pour aller à l'école, pour réussir à avoir une scolarité, et je suis rejeté par des enfants qui ont absolument tout.
c'est leurs parents qui les payent tout, qui leur payent tout. Ils vont en vacances, ils vont machin, et ils me traitent comme un moins que rien, alors que je travaille pour ce que j'ai et que je sais que moi, je mérite ce que j'ai. Et du coup, il dit, j'étais extrêmement frustré par tout ça. Il dit même qu'il détestait cette vie où il devait travailler comme un forçat et en même temps, il galérait pour aller à l'école. En même temps, il était rejeté. En même temps, dans sa famille, c'était compliqué aussi parce qu'il allait un petit peu partout. Il changeait de lieu, il changeait d'école. Et donc, il a développé une vraie frustration de tout ça, en fait. Mais en revanche, il a dirigé, c'est ce qu'il dit lui-même, toute cette frustration, toute cette énergie, il l'a dirigée vers un rêve qui, il le savait, il voulait que ça devienne quelque chose de positif. Il voulait que toute cette énergie-là, cette frustration qui transforme tout ça en ce projet vers lequel il voulait aller. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte petit à petit qu'il ne voulait pas rester là où il était en fait. Parce qu'il savait qu'il voulait fonder une famille, il savait qu'il voulait avoir une situation stable. Il savait qu'il voulait pouvoir subvenir aux besoins du coup, de ses futurs enfants, d'avoir un travail, d'avoir une maison. Et en fait, il s'est rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué. Parce que travailler dans les mines de sable, le truc, c'est que là-bas, il y a beaucoup de gens qui le font toute leur vie. Et Francis dit, avec parfois le même salaire quand ils commencent et quand ils finissent. Donc en gros, vraiment, ils survivent. Et du coup, Francis disait, mais je pouvais pas. Moi, je pouvais pas. C'était inconcevable pour moi. Et du coup, il disait, j'étais fort en maths quand j'allais à l'école. Alors je me suis dit, je vais être comptable. Puis à un moment donné, il s'est dit, ouais, mais le truc, c'est que j'ai besoin aussi d'avoir des fonds. Il se rendait compte que pour subvenir aux besoins de sa famille, il fallait quand même beaucoup d'argent. Et donc, il s'est dit, je vais essayer de devenir avocat parce que les honoraires, il a vu que ça payait bien. Et en fait, le monde réel l'a vite rattrapé parce qu'avec la scolarité qui était compliquée, finalement, il est resté sur le travail à la mine, il est resté sur ce qu'il pouvait avoir, en fait, sur tout ce qu'il pouvait accrocher pour survivre et pour réussir à continuer à évoluer et à au moins se maintenir, à réussir à avoir des repas corrects, etc. Et donc, ça a été pour lui une enfance extrêmement compliquée. Une enfance extrêmement compliquée où, en plus de ça, son père décède des suites d'une maladie, alors qu'il était encore jeune. Et Francis le voit souffrir, mais ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas assez de fonds pour amener leur père à l'hôpital. Et donc, en fait, Francis se rend compte aussi que, le problème, c'est que là, j'ai vu tout ça avec mon père, mais si ça arrive à ma mère, après tous les sacrifices qu'elle a fait pour nous, après tout ce qu'elle a fait pour réussir à essayer de subvenir à nos besoins comme on pouvait, si ça arrive à ma mère et que je me retrouve dans cette situation où je ne peux rien faire, c'est pas possible. Et il le dit, c'était pas possible. Pour moi, c'était inconcevable. Il fallait trouver une solution pour pas rester dans cette situation-là, en fait. Alors, il découvre la boxe, alors qu'il a à peu près 18 ans. Il découvre la boxe parce que, du coup, comme on l'a dit, c'est tout ce qu'il rêvait de faire, en fait. Il commence les leçons de boxe. De toute façon, il savait, avant même de commencer, que ça allait être sa passion. Donc, il arrive en avance au cours de boxe anglaise, parce que du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était faire de la boxe anglaise. Le MMA, il connaissait même pas le MMA avant de commencer à s'entraîner, en fait, véritablement. Et du coup, il commence les entraînements de boxe anglaise à 18 ans, ça le passionne, il adore. Il disait, j'ai commencé le premier mois, on faisait ça sans gants, parce que t'apprends les bases, hein. Et donc, tu fais du 1-2, t'apprends le jab, t'apprends machin. Et il disait, et c'est que simplement après quelques temps, après quelques mois que j'ai commencé à faire des oppositions, des sparring. Et il disait, mais bon, le problème, c'est que j'étais tellement lent qu'en fait, je me trouvais face à des mecs qui me possédaient, en fait. Enfin, j'étais face à des mecs qui étaient tellement rapides, qui anticipaient mes mouvements, que je les touchais même pas, en fait. Mais il adore ça et il se passionne, et c'est pour ça qu'il continue, évidemment. Alors qu'il a à peu près cet âge-là, entre 18 et 20 ans, il dit aussi, j'étais pas bagarreur, je m'étais promis que de toute façon, je ferais tout pour maintenir ma bonne réputation, mais il est dans des quartiers où, de toute façon, il y a de l'intimidation, il y a des gangs, des grands, ce qu'il appelait des grands à l'époque, qui viennent et qui t'intimident. Et du coup, il disait, quand on était petit, évidemment, on se faisait intimider, on se faisait oppresser, maltraiter, mais au fur et à mesure où Francis grandit et où sa carcasse se développe aussi, et où il commence la boxe anglaise, il y a des moments où, en fait, quand les grands venaient pour oppresser Francis, il y a eu des moments où Francis, quand il a commencé la boxe anglaise et qu'il était bien stock, il a commencé à répondre, et il a commencé à répliquer, et en fait, comme il le dit, ce qui était bien, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où je commençais à répliquer quand j'étais intimidé dans la rue. Mais l'avantage, c'est que les répliques duraient pas longtemps.
et que ça durait pas toute la journée en fait. Donc comprenez que probablement, même sans avoir la technique qu'il a aujourd'hui, de toute façon c'est une force de la nature, et qu'avec les facilités qu'il a de toute façon en anglaise et avec les sports de combat en général, comprenez, grosso modo, il devait éclater les mecs, mais vraiment en quelques secondes. Et c'est ce qu'il disait, au moins l'avantage, c'est que ça durait pas toute la journée, et qu'après au moins on me laissait tranquille. Et du coup il se développe une réputation de, lui clairement, ça marchait avant, mais maintenant on laisse tomber, parce que sinon c'est la grosse sanction en fait, c'est le tarif. Et donc du coup, il a quelques échauffourées, mais rapidement ça se tasse un peu. Il dit que de toute façon, on lui a proposé de rentrer dans les gangs, mais lui n'a pas voulu. Toujours cette réputation qu'il voulait garder. Du coup, ses amis, c'était des gens, quand il était un peu plus âgé, qui étaient plus petits que lui, et du coup, il les défendait en même temps. À 21 ans, il part à Yaoundé parce qu'il veut essayer de développer ce rêve. Il sait qu'il n'a pas envie de stagner, il sait qu'il a envie de faire quelque chose, de progresser, mais il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc à 21 ans, il part à Yaoundé et il essaye de en même temps faire moto-taxi et en même temps donc pour se développer des fonds, pour avoir un peu de capital, et en même temps pour commencer vraiment la boxe. Mais en fait, ça marche pas trop. Et puis en plus, les gens le prennent un peu pour un fou, lui disent mais attends, mais est-ce que tu peux nous citer un mec qui au Cameroun a réussi en anglaise en fait? Enfin, ça n'existe pas. Donc il est sujet un peu de vannes, de moqueries, tout le monde lui dit qu'il est complètement fou. Et donc à un moment donné, en fait, il vend sa moto et puis il arrête ce travail-là, il arrête cette situation-là. Mais il y a un moment donné où en fait il dit « Je savais que ça n'était plus possible. Je savais de toute façon que les opportunités, si je restais au Cameroun, elles resteraient fermées. J'arriverais pas à m'en sortir, j'arriverais pas à atteindre ce rêve que j'avais, que j'ai, de réussir en anglaise, de réussir dans les sports de combat, d'aller aux États-Unis, de devenir une star, de devenir Mike Tyson. Ça veut dire qu'il faut que j'aille trouver, que moi-même, je me provoque ces opportunités-là de réussir. Et c'est à ce moment-là où il décide, donc il faut que je parte, il faut que je quitte. Et c'est là le début de la grande traversée de Francis Ngannou. Et vous allez voir, quand il dit « j'ai vécu l'enfer », pour nous et probablement pour la majorité d'entre vous qui regardez, on peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer, vous allez voir. Ce sera dans le chapitre 2, la traversée. Alors, à 26 ans, Francis décide de franchir le pas. À 26 ans, il décide de partir et il sait qu'il veut aller en Europe. Alors, à la base, en fait, il a dans l'idée d'aller soit en Angleterre, soit en Allemagne. Donc, il va s'arrêter en France, comme vous le savez probablement, où il va découvrir le Main Factory, Fernand Lopez. Et ça, c'est l'histoire qu'on verra à la fin, lorsqu'il aura fini cette traversée. Mais d'abord, à 26 ans, il se dit qu'il va partir, mais il sait tout ce qu'il attend. Et quand il décide d'y aller, en fait, il dit « J'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes sœurs que je partais dans le Nord. Je leur ai pas dit où, parce que je voulais même pas en fait qu'elles sachent, je voulais même pas qu'elles s'inquiètent. Du coup, je leur ai même pas dit, je leur ai juste dit « Je pars ». Il a confié ses économies à sa sœur, son argent, parce qu'il avait entendu dire que c'était l'enfer, qu'il y avait la mafia, les vols, les gangs. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'argent sur soi. Il savait que là où il allait, en fait, il risquerait de jamais en revenir. Et c'est ce qu'il décrit, ça c'est dans le podcast de Joe Rogan, et vraiment, on vous conseille d'aller voir parce que c'est assez fort à regarder. Parce que il n'est pas dans le pathos, il essaie pas de provoquer le pleur ou quoi que ce soit, mais la manière dont il le dit, si vous êtes anglophone, ça prend vraiment. Il dit, voilà, j'ai confié mes économies à ma sœur, je leur ai dit que je partais, mais la raison pour laquelle j'ai donné l'argent à ma sœur, c'est parce que je savais que ce que j'allais croiser pendant la traversée, on m'avait dit de toute façon, ce serait de la mafia, ce serait des gangs, ce serait de la violence, ce serait des meurtres, ce serait parfois des accidents qui font que il y a de grandes chances que je ne survive pas en fait, ou que je n'en revienne jamais. Et du coup, il disait, avant de partir, du coup, pendant 3 semaines, je suis resté au village et je profitais de tous ces souvenirs que j'avais là. Quand je regardais ma mère, en gros, et il le dit lui-même dans le podcast de Joe Rogan, je regardais ma mère et en fait, je la regardais en me disant, voilà, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais la voir. Et du coup, il faisait ça et sa mère le surprenait en disant, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Non, rien. Il regardait son village, il s'imprégnait des odeurs, il s'imprégnait des bruits, il s'imprégnait de l'atmosphère, il s'imprégnait de tout ce qu'il avait toujours connu en se disant, peut-être que plus jamais je reverrai ça en fait. Et donc, il décide de partir. Alors, il va en direction du Nigeria. Alors,
Jusqu'au Nigeria, pas de problème, parce qu'au Nigeria, en fait, t'as même pas besoin d'avoir de visa spécial. Tu peux y aller directement à partir du Cameroun. Il n'y a aucun souci, il y va en 2 jours, aucun problème. C'est lorsqu'il passe du Nigeria au Niger que c'est déjà plus compliqué. Parce que pour passer du Nigeria au Niger, là, en revanche, tu as besoin d'un visa. Et là, tu as besoin... C'est là où ça commence. C'est là où ça commence, où tu es obligé de soudoyer les policiers, parce que de toute façon, eux, pour te laisser passer, faut bien qu'ils en retirent quelque chose. Et donc, tu es obligé de les payer, tu es obligé de négocier, tu es obligé de trouver des moyens de cacher l'argent. Parce que de toute façon, ils vont te fouiller. Et s'ils trouvent de l'argent, ils vont être obligés... ils vont te le prendre parce que c'est comme ça, c'est le bakshish. Ils vont te prendre tout l'argent que tu as et tout ce dont ils pourront profiter, ils en profiteront parce qu'ils savent que tu es en situation illégale. Et donc, ils disaient, c'était devenu un peu comme un jeu, en fait. Parce que il nous fallait de l'argent. Parce qu'on savait que pendant la traversée, il allait nous falloir pour manger, en fait. Juste pour survivre, pour avoir de quoi subsister. On ne pourrait pas survivre si on n'avait pas un petit peu de fonds, un petit peu d'argent. Et du coup, c'était devenu un peu un jeu de savoir comment est-ce que tu allais pouvoir cacher l'argent que tu avais pour ne pas que la police le trouve, en fait, pour pouvoir passer dans la suite de ta traversée. Et du coup, il disait, il y a même des moments où j'enroulais dans du plastique, dans des feuilles de plastique, les billets, et puis je les avalais, en fait, je les mangeais. Et du coup, là, tu pouvais fouiller n'importe où, au moins tu les trouverais pas. Du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, il allait falloir les ressortir, et dans ces cas-là, tu ressors les billets, comme tu le peux, et puis tu continues ta traversée. Et du coup, dans ces conditions un peu précaires, il traverse le Sahara, parce que du Niger, il doit aller en Algérie, et donc il doit traverser le Sahara, et la manière dont ils s'y prennent, généralement, en fait, c'est que il y a des 4x4, des énormes 4x4, et ils se mettent le plus possible à l'arrière d'un 4x4. Et alors, dans le podcast de Joe Rogan, Francis donnait comme exemple, imaginez un gros 4x4 Toyota, un gros pick-up, et il dit, imaginez-vous qu'on était à 25. Donc il fallait tenir à 25 personnes à l'arrière d'un gros pick-up, avec le moins de bagages possible, parce que évidemment, 25 personnes, ça fait déjà lourd quand même sur les suspensions, mais évidemment, il faut bien qu'ils voyagent avec quelque chose. Donc, le moins d'affaires possible, le moins d'eau possible, parce que l'eau, ça pèse lourd, c'est dense. Et du coup, il disait, voilà, tu sais que tu traverses le Sahara avec le minimum de rationnement d'eau possible. Donc, voilà, il se lance, il se met sur le 4x4 avec ses 25 personnes et il commence la traversée du désert du Sahara. Et alors là, il dit, ça n'a pas intérêt à casser, faut de la chance, parce que le truc, c'est que c'est le Sahara. Alors oui, tu vas le plus vite possible. Alors l'avantage, c'est que d'accord, il n'y a pas de gros panneaux limités à 90 km/h, c'est clair, tu peux tracer. Par contre, si la voiture casse au milieu du désert, game over, c'est terminé. C'est terminé dans le sens, tu meurs en fait, tu meurs de soif, littéralement, tu meurs de façon totalement impuissante. C'est fini. Si ça casse, donc une question de chance, c'est terminé. Donc déjà, tu passes toute ta traversée à te dire pitié que ça ne casse pas, puis pitié que la mécanique tienne. Mais en plus de ça aussi, la région, elle est sillonnée et quadrillée par les autorités en hélicoptère, qui sont bien conscients qu'il y a ces migrations, et donc s'ils peuvent, intercepter, ils interceptent, mais aussi les gangs. Le truc, c'est que ce sont des gangs armés, donc s'ils vous arrêtent, on ne fait pas de dessin sur ce qui peut se passer. Donc ils traversent le désert comme ça, ils traversent le Sahara comme ça, du Niger jusqu'en Algérie, d'Algérie jusqu'au Maroc, parce qu'en fait, c'est à partir du Maroc où ils passent jusqu'en Espagne, et à partir de l'Espagne, si tu arrives à traverser et à passer, là, tu as fait le plus dur. Le truc, c'est que c'est même pas le plus dur, en fait. Parce qu'il dit, je suis resté pendant 12 mois au Maroc. Je suis resté pendant 12 mois au Maroc parce que c'était des conditions pour réussir à traverser qui étaient... quand il dit « j'ai vécu l'enfer », on y est en fait. C'est-à-dire que là déjà, c'est au-delà de difficile, on ne pourra jamais s'imaginer. Mais là, ce qu'il va vivre à cet endroit-là, c'est probablement le pire de sa traversée. C'est ce qu'il dit de toute façon. Parce qu'en fait, il se retrouve au Maroc dans une forêt, en fait, parce que le truc, c'est qu'évidemment, il est illégal. Et si les autorités te chopent, si elles arrivent à te prendre, en fait, elles te ramènent dans le désert
Parce que généralement, en fait, ce sont des gens, comme ils se baladent sans aucun identifiant, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont rien du tout, parce qu'en fait, ils savent que s'il y a une carte d'identité ou n'importe quel papier qui peut démontrer d'où tu viens, en fait, en Espagne particulièrement, en fait, ils te renvoient d'où tu viens. Donc, si tu n'as aucun papier, si tu n'as rien pour prouver d'où tu viens ou qui tu es, en fait, ils ne peuvent rien faire. Mais du coup, ce que fait le Maroc, parce que sinon c'est un flux continu, c'est qu'en fait, les autorités prennent ceux qu'ils arrivent à choper et en fait les renvoient dans le désert. Et du coup, le truc, c'est que Francis dit, il y avait une forêt qui était pas loin de Melilla, en fait, qui est une enclave frontalière entre le Maroc et l'Espagne. C'est une des enclaves qui est espagnole sur théoriquement le territoire, disons la terre marocaine, mais qui fait partie, qui est espagnole. Et en gros, du coup, il est arrivé et avec tous les migrants qui voulaient faire cette traversée, et en fait, ils vivaient dans les forêts environnantes, en fait. Donc, les forêts environnantes, il faut bien se dire qu'ils n'ont quasiment pas de moyens. Et donc, le seul moyen de survivre dans ces forêts, c'est chasser, si tu y arrives, pour te trouver des petits animaux, pour pouvoir manger. Ou sinon, c'est vivre de ce que tu trouves dans les poubelles, en fait. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, pendant tous ces mois de cette épreuve, parce que pendant tous ces mois-là, pendant cette année-là qui va passer au Maroc, dans ces forêts-là, pour essayer de traverser, il va survivre comme ça, en fait. Et il dit le plus dur, c'était l'hiver. Parce que l'hiver, déjà, t'as pas beaucoup de vêtements, t'as pas beaucoup de matériel, t'as rien du tout, et il fait froid. Donc le truc, c'est qu'on s'imagine Maroc, forcément, c'est le soleil, c'est machin, Non, l'hiver, il fait froid. Et pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup de vêtements, aucun matériel. L'hiver, c'était le plus dur. C'est ce que disait Francis. Et quand du coup Francis, qui a traversé tout ça, dit « c'était le plus dur », on n'imagine même pas. Mais du coup, le truc, c'est qu'il est dans cette forêt avec tous ces migrants et il dit en plus on est tout ça, on est tous ces gens-là qui veulent traverser, mais il n'y a pas vraiment de... On est chacun pour soi, en fait. Et chacun sait que c'est chacun pour soi. Donc... ça doit être assez compliqué à gérer, même du point de vue psychologique, même du point de vue... t'es constamment en train de te méfier. En plus de ça, il dit, on se cachait aussi dans la forêt, parce que le truc, c'est que si tu es autre part, avec les gens, en gros, les gens du pays, tu sais pas, parce que les policiers sont en civil, tu sais pas qui est policier, qui peut te dénoncer, ou dire ils sont là et pour venir aller les choper, ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils se cachaient dans la forêt, mais t'es constamment sur le qui-vive, en fait. Lorsqu'ils sont cachés, ils sont là pour traverser. Et donc, ils tentent cette traversée. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que entre le Maroc et l'Espagne, dans cette enclave frontalière, là, la zone qui est la zone par laquelle tu dois traverser cette frontière pour aller théoriquement du Maroc à l'Espagne, elle est ultra surveillée. Et elle est ultra surveillée parce que en gros, les Espagnols savent que c'est par là que ça se passe, en fait. C'est vraiment par ici que passent les migrants pour passer en Europe. Du coup, tu as 3 clôtures, elles sont immenses. Pendant que Francis y était, des énormes rouleaux de barbelés partout. Elle est surveillée 24 sur 24. Détecteurs thermiques. C'est Fort Knox, en fait. Là, les Espagnols ont mis le paquet pour que rien ne passe. Et du coup, tu dois d'abord passer ça pour ensuite arriver et choper un canot gonflable. Généralement, c'est des trucs, on vous laisse imaginer, c'est des trucs gonflables, probablement qui tiennent à moitié la route et sur lesquels les gars sont une centaine. Donc, c'est une horreur, mais ça, là, la forêt, traverser la frontière, traverser ces 3 clôtures à Melilla et réussir à passer avec les barbelés. Et Francis dit, les barbelés de Melilla, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que j'ai des cicatrices partout sur le corps. Bon, c'est-à-dire qu'ils doivent passer au-dessus de trucs qui t'arrachent la peau, qui t'arrachent les vêtements, Une fois que tu as causé des saignements, le truc, c'est que tu peux saigner à mort. Et puis de toute façon, tu peux aussi t'arracher l'œil. Enfin, c'est l'enfer. Et du coup, passer de cette forêt, traverser ces clôtures-là, réussir à les traverser déjà, miracle. On arrive à Melilla, et à Melilla, tu dois choper un canoë, tu dois choper un bateau gonflable, un espèce de truc à moteur, et parfois même, Francis disait, en fait, il y a même des moments où, la seule manière d'avancer, en fait, c'était à la main. C'est-à-dire que du coup, ils étaient tous sur le canot, agglutinés, et en fait, du coup, l'idée, le gars leur dit, l'idée, c'est qu'en fait, là, vous allez devoir pagayer à la main, en fait. Et Francis disait,
Ce qui est quand même vachement révélateur en fait de qui est Francis Ngannou et de toutes les difficultés qu'il a traversées jusque-là, tous ces rêves qu'il a eus, ben c'est là où on voit que c'est quelqu'un d'unique. Parce que dans ces moments-là, Francis s'est dit, bah ok, on va y aller et on va être les premiers à traverser du Maroc jusqu'à l'Espagne en pagayant avec les mains. On va le faire. Ça s'est pas fait ce jour-là. Et en fait, ça va même pas se faire sur les 6 premières tentatives de Francis. C'est-à-dire que vraiment, il faut se figurer que la forêt, manger, se nourrir comme un animal, ou chasser, ou avec les poubelles, franchir ensuite les barbelés, les clôtures, les trucs miradors de Melilla, le canoë, le machin, où t'es en pleine mer, tu peux mourir noyé à n'importe quel moment s'il y a un pépin, t'es une centaine sur un bateau. Et en fait, Francis disait, il y a même un moment donné où je me disais, je m'en fous si je meurs. Si je meurs, c'est pas grave, je veux juste traverser, je veux juste en finir en fait. Ça, c'est ce qu'a dû survivre, c'est ce à quoi a dû survivre Francis Ngannou pour passer donc jusqu'en France, donc en Espagne d'abord, et ensuite vivre son rêve. Parce que lors de sa 7e tentative, c'est là où, donc il arrive à franchir ces différentes étapes, il y arrive, et là en pleine mer, en fait ils sont secourus par un navire de la Croix-Rouge qui les secourt, et enfin, pour la 7e fois, sa 7e tentative, 7e traversée, il est amené à Tenerife en Espagne. Et à ce moment-là, ça aurait été trop facile. C'est pas comme si à ce moment-là, ça y est, direction la France, Paris, etc. Parce qu'en fait, pendant 2 mois, il est en prison en Espagne. Parce que pendant 2 mois, en fait, il se fait choper évidemment par les gardes-côtes et puis par les autorités. Il n'a pas d'identifiant, de papier, de passeport, de carte d'identité, de quoi que ce soit. Donc en fait, les Espagnols ne peuvent pas le renvoyer d'où il vient, au Cameroun, mais ça, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas d'où tous ces migrants viennent. Et donc, en fait, il reste en prison. Et pendant 2 mois, il va rester. Au bout de 2 mois, il est libéré, parce qu'ils ne peuvent rien en faire. Et du coup, à partir de ce moment-là, de ces 2 mois en prison, il va vers la France. Alors, dans son objectif, comme on l'a dit, lui, ce qu'il veut, c'est devenir une star de la boxe anglaise. Mais il s'était dit, je vais passer soit par l'Angleterre, soit par l'Allemagne. Mais il fait donc son escale à Paris. Il pensait que ce serait qu'une escale. Alors, il fait partie de certaines associations de migrants où il aide comme il peut, il est accueilli. Lui, il dit qu'il préfère en fait aller dormir dans un parking seul, dans un parking souterrain, parce qu'il dit je voulais pas que le désespoir de certaines personnes m'influence en fait. Je voulais pas être déprimé par le désespoir de certains autres migrants qui disaient on est arrivé là, mais on sait plus quoi faire. Et parce que Francis se disait, moi, alors qu'on me dit que l'Europe, c'est pas le paradis que tu penses, la France, c'est pas le paradis que tu crois, c'est pas aussi simple, ça va pas être comme tu crois. Et Francis répond à ce moment-là, moi, mon paradis, c'est celui que je vais me créer. Encore une fois, on en arrive aux mêmes choses, c'est par toutes ces épreuves qu'il a connues, cette solitude, le fait d'être mis à l'écart, le fait d'avoir ce rêve, le fait de savoir qu'il ne voulait pas rester dans la situation dans laquelle il était, on en arrive là en fait. On en arrive à Francis Ngannou, qui est en France, qui dort dans des parkings souterrains, dans un parking souterrain. Mais il dit, c'est à ce moment-là que j'étais le plus heureux de ma vie. Parce qu'il dit, moi j'étais en France, et c'est là enfin où j'avais toutes les opportunités de pouvoir devenir qui je voulais devenir. Donc paradoxalement, il dit, mais quand on me disait, ça doit être vraiment dur pour toi, machin, Francis disait, non, moi je suis là, je suis le plus heureux que je pourrais être, parce que je sais maintenant toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi. Et c'est là où il dit de toute façon, moi ça a été très rapide, dès que je suis arrivé en France, littéralement les jours qui ont suivi, je cherchais déjà les clubs de boxe pour m'entraîner, etc. Dans les semaines qui vont suivre, il va commencer la boxe anglaise dans des clubs et il va rencontrer Didier Carmon, qui est resté son ami jusqu'à aujourd'hui. Et avec Didier Carmon, en fait, il va commencer les sports de combat, il va se remettre parce qu'il avait donc commencé au Cameroun. Et en fait, alors que lui veut devenir boxeur anglais, de boxe anglaise, boxeur professionnel, en fait, Didier Carmon lui dit, mais tu sais, là je te vois bouger, je te vois comme ça, et ce qui pourrait être le plus indiqué pour toi, c'est le MMA en fait. C'est le MMA. Et Francis lui dit, mais en fait, du coup, c'est quoi le MMA ? C'est-à-dire qu'en arrivant en France, Francis ne savait même pas ce que c'était que le MMA. On est en 2013 à ce moment-là,
Et Didier Carmon lui explique, du coup, tu sais, c'est avec la cage, t'as plusieurs disciplines associées, etc. Et là, Francis dit, ah ouais, d'accord, ouais, j'avais déjà vu ça. Et en fait, c'est ce que dit Francis, au fond de son cerveau, dans sa tête, il se disait, oh ouais, mais bon, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Enfin, ça va au sol, moi, ce que je veux, c'est le noble art, ce que je veux, c'est le stand-up, c'est le striking. Mais il se rend compte aussi que, c'est peut-être par là aussi qu'il allait devoir passer pour gagner un petit peu d'argent les premiers temps. Et à un moment donné, lorsque certaines salles ferment, il faut bien qu'il continue à s'entraîner. Et du coup, il va au MMA Factory s'entraîner, faire ses débuts, après que Didier Carmon, du coup, l'ait aiguillé vers le MMA. Et il va au MMA Factory, et c'est là où, évidemment, il rencontre Fernand Lopez, et où Fernand le prend aussi sous son aile. Fernand fait de lui ce que Fernand appelle une fiche zéro, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui arrive sans aucun moyen, qui arrive sans ne pouvoir rien faire parce qu'il ne peut pas financièrement, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul. Et bien en fait, Fernand en fait une fiche zéro où il lui donne tout. C'est-à-dire le full access, il peut faire tous les cours qu'il veut au MMA Factory, qui s'appelait à l'époque le CrossFight. Il peut faire tout ce qu'il veut, et Fernand a même donné en fait des équipements à Francis, des vêtements, des gants, des équipements, du matériel pour les sports de combat, pour qu'il puisse s'entraîner. Et c'est à partir de là où Francis commence à s'entraîner en MMA, et puis en fait 4 mois après avoir commencé son entraînement de MMA, il fait ses premiers combats pro, parce qu'en fait ce sont les moyens les plus rapides, c'est ce que dit Fernand Lopez, en fait c'était l'ascenseur social le plus rapide, et c'est ce que voulait Francis, c'était déjà se mettre à l'abri et gravir les échelons. Et dans l'esprit de Francis, c'est ok, je vais faire quelques combats de MMA, parce que pourquoi pas, machin, mais moi ce que je veux c'est l'anglaise. Il commence à faire quelques combats pro, donc clairement, si vous allez regarder ses premiers combats, dont ceux au 100% Fight, c'est vrai que clairement, il n'est pas aussi polytechniquement que ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est clair, à chaque fois qu'il touche, comme dit Didier Carmon en fait, il a une frappe sèche qui vous détruit. La phrase, elle est tellement exacte. Ou comme dirait son entraîneur actuel, Dewey Cooper, because he's so special. Even if he don't really let those tools go, if he lands a clean punch, man, there's few people on this planet that can take him. Et du coup, on le voit dans ses premiers combats que clairement, il y a quelque chose de spécial avec Francis. Et même s'il a quasiment pas de base en lutte et en sol, sa simple puissance athlétique et les quelques techniques qu'il a appris un petit peu comme ça à la va-vite, ça lui permet de s'en sortir. Et donc il commence à gagner quelques combats comme ça. Il a une défaite à un moment donné contre Zouman Assissé en MMA. Et là, en fait, alors qu'il projetait d'arrêter après ce truc-là pour se plonger vraiment dans l'anglaise, en fait, il a cette défaite et son orgueil lui interdit d'arrêter sur une défaite en MMA. Et en gros, aujourd'hui, il le dit, finalement, c'était un mal pour un bien parce que du coup, s'il n'y avait pas eu cette défaite, j'aurais pas continué, j'aurais pas persévéré probablement en MMA. Et du coup, il continue de fil en aiguille, donc il continue, il regagne des combats et il va en Suisse, etc. Il gagne des combats. Et le jour de son anniversaire, alors qu'il lui commence à repenser à l'anglaise, etc. Fernand l'appelle et lui dit voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton contrat à l'UFC, c'est validé. Et là, du coup, évidemment, Francis, même si c'est pas un fan assidu clairement du MMA, il sait ce que ça signifie. Il sait aussi ce que signifie un contrat à l'UFC, puisque tu commences à 10 000. 10 000 pour te présenter et pour combattre, et 10 000 en plus, donc tu doubles ton salaire si tu remportes le combat. Et en plus de ça, dans le contrat, tu sais que tu passes de 10 000 à 12 000, ensuite de 12 000 à 14 000 au fur et à mesure des combats que tu gagnes. Et donc Francis se disait, d'accord, je veux devenir Mike Tyson et je veux devenir combattant professionnel en boxe anglaise, mais difficile de dire non à une opportunité qui est aussi énorme, de faire de l'argent, de réussir à me mettre à l'abri et de me donner l'occasion de devenir une star comme je voudrais devenir et de devenir champion du monde et de devenir cette personne que j'ai toujours voulu être. Le reste, vous le connaissez. Francis Ngannou aujourd'hui est une légende du MMA poids lourd. Il est à l'UFC. C'est devenu une star dans son propre pays où il a lancé sa propre fondation, la Francis Ngannou Foundation, la fondation Francis Ngannou, qui aide des jeunes à se développer au Cameroun. C'est grâce à cet ascenseur-là, à l'UFC, grâce à qui il est devenu aujourd'hui, grâce au MMA, qu'il a pu... maintenant, il vit aux États-Unis et qu'il a pu aussi aider son pays natal, le Cameroun, et qu'il est devenu la légende et la superstar qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il dit
Aujourd'hui, donc là, on est au présent, au temps présent. Il revient évidemment de temps en temps au Cameroun chez lui. Et en fait, il dit, je retourne dans tous ces endroits-là où je me souviens avoir été malheureux et avoir détesté ma vie. Et en gros, il y retourne les mines de sable, il retourne à tous ces différents endroits. Et en fait, parce que c'est la question que lui avait posée un des intervieweurs, mais on t'a vu retourner aux mines de sable, etc. Et il répond, bah oui, parce que lorsque je suis là-bas, lorsque je retourne dans les mines de sable là où j'étais, je me souviens exactement de ce que je pensais quand j'y étais à l'époque. Et du coup, il dit, je me souviens que il y a, 20 ans de ça, quand j'étais ici, 25 ans, quand j'étais à ce même endroit-là et que je travaillais et que c'était la saison des pluies, et parce que pendant la saison des pluies, il n'y a pas école, mais les adultes ne veulent pas travailler dans les mines de sable, donc nous on y allait les enfants, mais du coup on revenait, on était frigorifiés parce qu'il pleuvait tout le temps, t'étais trempé jusqu'aux os, donc tu devais travailler 3 fois plus, ce qui était cool pour les employeurs, etc. Tous ces souvenirs-là. Il dit, je m'en souviens, j'étais dans les mines de sable, et maintenant, je me dis, j'y étais, sauf que là, dans une semaine, je repars aux États-Unis. Sauf que là, il y a mon 4x4 qui est garé là-bas. Sauf que là, maintenant, il y a toute ma vie qui m'attend et que j'ai réussi à me créer. Donc voilà, c'était la vie de Francis Ngannou, de sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, les épreuves par lesquelles il a dû passer pour devenir qui il est aujourd'hui. Voilà, on espère que ce format vous a plu, les contes du père Rusty, et puis on espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour le podcast La Sueur, ou un autre format comme celui-ci, ou avec mes compères Guillaume ou Polydomso. Et voilà, et à très bientôt.